toi, c'est quoi le meilleur chocolat? Suisse. Ah, donc pour toi, c'est évident? Ah ben évidemment, Comment ça? évidemment. Ah oui, eh ben oui, madame. C'est suisse, le meilleur chocolat est suisse. Excuse-moi, moi j'ai vu le truc, je suis arrivé, ça sentait le vestiaire, j'ai dit bah on est d'accord que là on s'y est fait à l'odeur, mais je me suis dit tiens il est marrant parce que vous utilisez vraiment du cacao pour faire du Oh, chocolat. arrête tes couilles. Non, attends. T'as vu, bah, tu veux goûter un peu le chocolat? Ben j'espère. Ah ouais, j'espère, ouais. Bah, on peut commencer par ça alors. Ah, bah, très on bien. commence par ça. En plus tu m'avais dit que tu me faisais une surprise. Moi au début je me suis dit rue d'Arscott et non. Finalement on reste, finalement il est quand même 14h30. Tu sais qu'on a le droit de le prendre direct à la source là. Et est-ce qu'on peut mettre le visage sous le... Non, malgré ses bienfaits pour la peau, la réponse reste Non. Vas-y, bon. Donc tu cadré. peux carrément prendre comme ça. Oh Je vais waouh. vous montrer autrement. Oh. Très bien aussi. Ah alors montrez-moi proprement. Proprement. Ah, proprement. Bah oui. Ah. Il n'y Voilà. a pas de propre, Ça- c'est du chocolat, c'est du chocolat. Voilà. Ouais, c'est meilleur quand c'est ça là. Oh waouh, c'est bien ça. Ah, c'est bon hein. Ça change des podcasts minables à Paris où t'es dans un studio de merde, ça pue la clope froide. Pic de glycémie, je vais être chaud les gars. Ah, il est très bon. Il est bon, hein? Ah ouais. Ça fait plaisir. Maintenant, la Belgique, c'est les meilleurs. J'ai pas dit ça. J'ai dit que vous êtes bons. Bah, je suis suisse oui. les gars. Il y a d'autres domaines dans lesquels vous êtes meilleurs les Belges. Comme Oh, je vais pas le dire. Et tout ce qui voilà. le foot, le foot. Oui. Oh, je pense que ça se vaut. Ça se vaut? Ouais. Goûtez Vous avez ce des chocolat. pédophiles de plus grande notoriété. Je suis désolée, c'est un clown ce mec. Là, tu vas faire le Cirque Royal Mm. à Bruxelles. Première fois le Cirque Royal. Première fois, ouais. Ouais. La toute première fois que j'étais venu jouer à Bruxelles, moi, c'était au Kings of Comedy. Et en plus, j'étais venu en juin. Et c'était genre un de vos jours dans l'année où il faisait beau. Ouais. Donc en fait, il n'y avait personne. Donc on a joué sur la terrasse du Kings devant 8 personnes. Oh non, ça Ouais. craint. Et moi, en plus, juste avant le spectacle, j'avais eu PE qui m'avait emmené avec lui goûter les bières belges. Donc je suis arrivé très très chaud Ouais. pour jouer devant ces 8 personnes. Mais tu joues mieux quand t'es bourré. Je joue jamais alcoolisé. Ah ouais? Ah ouais, les gens pensent, mais non. Non, non. Ah, c'est juste une impression. Voilà. Mais en fait, non, non, après le spectacle, je suis souvent alcoolisé. Enfin, avec modération, bien sûr. Mais avant, jamais, parce que j'ai trop peur. Le rythme, c'est tellement important. L'addiction, c'est tellement important. On pense que faire le foufou sur scène et parler de X ou Y, c'est facile, parce que ça paraît facile de temps en temps pour les gens. Puis on se dit, en fait, il est juste fou, mais tout ça est millimétré et cadré, quoi. Totalement. Et quand tu as commencé en Suisse, c'était quoi même tes ambitions plus tard? Parce que tu sais que nous, en tant que Suisse et Belge, Oui. on a ce truc de il faut aller en France et tout ça. Ouais. Est-ce que dans ta tête, tu as eu ce truc d'aller en France? Et qu'est-ce que tu attendais de la France? Et qu'est-ce que tu as eu en arrivant? J'ai compris en fait que la première fois que je suis monté à Paris, moi quand j'ai commencé le stand-up en Suisse, donc tu devais avoir 2 ans. Je sais C'est en même pas quelle si année? t'étais C'est en né. quelle année? Non, c'était en 2013. La J'avais première un, fois que je suis monté. j'avais un bon 11 ans. Ça m'énerve. Un solide 11 ans. Voilà, solide 11 ans. T'avais déjà ton heure. T'avais déjà ton heure à 11 ans. J'avais un 15 minutes solide. Un bon 15 minutes. Sur les goûters. Ah mais qui tabassait en comédie club en plus. On avait commencé, puis ça venait d'arriver en Suisse, donc on jouait une fois par mois. Ou ça caustique? Non, Caustic, ça n'existait pas. Quoi? Ouais, on jouait aussi au Chat Noir, il y avait le Swiss Comedy Club. Tellement on jouait pas que c'est un pote à moi qui s'est dit bon bah viens, moi je vais monter un comedy club, c'est Nadim qui est monté un truc dans un autre bar. Le faut pas déconner, donc on jouait 2 fois par mois. Et en fait en arrivant à Paris, une fois j'étais venu en 2016, je vois les gens ils jouent 4-5 fois par soir. Ouais. Je dis ah ouais d'accord, si je veux vraiment appartenir à la ligue supérieure, il va falloir que je vienne ici. Donc là je me suis dit il faut que je bouge à Paris. Ouais. Ok. Et quand t'es arrivé à Paris? Ah, c'était dur. Hein. Ouais. L'intégration parisienne est Ouais. difficile quand C'était quoi t'es- le plus dur? Bah, déjà, ce qui est dur, c'est d'arriver dans une ville si grande où le civisme et la politesse n'existent pas. En tant que Suisse, c'est vraiment, tu prends un coup quoi. Il y a vraiment un truc de ah donc d'accord, les gens se frappent. En Suisse, on s'excuse de s'excuser. Tu vois, on en est là. Nous. Paris, c'est c'est la jungle. Donc j'arrive dans ce truc et puis je suis seul. J'ai pas de copains. Donc c'est bizarre d'être dans une ville de 2,5 millions d'habitants et de se dire que t'es seul. Donc en fait, après mes copains sont devenus les copains du Comedy Club. Après, j'ai eu des belles rencontres. Bah, j'avais Richard Sabac au début, ensuite Ahmed Sparrow avec qui je suis devenu très très copain, et Jason Brokers, tout ça. Voilà, on s'est tous un peu. C'est des bons aussi. C'est tous reconnus, ouais. Ok. Et donc petit à petit, tu gravis les échelons. Alors, je parlerai pas d'échelons tout de suite.
petit à petit, je gravis. Voilà, je gravite. Je gravite J'essaye, surtout. J'essaye. Et puis en plus, j'ai quand même, pour te dire la vérité, j'ai quand même pas mal de gens au début, des pros, metteurs en scène ou producteurs, qui me disent arrête de parler de ça. On n'est pas aux États-Unis, arrête de parler trop de cul, arrête de parler de drogue, arrête de parler de machin. Et moi j'étais là, mais si je parle pas de ça, je parle de quoi? Ouais. J'ai rien Bon, d'autre à dire. tu vois, il y a ceux qui font des blagues politiques, c'est super. Il y a ceux qui vont faire des blagues sur le quotidien. Moi, mon quotidien, ben voilà. Si je fais des blagues sur le métro, c'est que dans le métro, il s'est passé un truc de ouf. Et je respecte tous les gens qui font ce genre de blagues, mais c'est pas ma cam. Donc au début, j'avais beaucoup de peine et j'avais fait même des galas et tout. On m'a coupé au montage, mais je me suis accroché à ça. Et aujourd'hui, tu vois, ça roule. Hein. Mais quand tu arrives là-bas et qu'on te dit tout ça, comment toi tu arrives quand même à garder Mais cette parce que je me dis, c'est pas possible. En fait, si tu veux, la première fois que je monte sur scène, déjà, c'était des potes à moi qui m'avaient poussé sur scène. Ils m'ont dit, mec, tu nous fais tout le temps marrer, on t'inscrit, va faire un sketch. Et je monte la première fois sur scène, j'ai c'est même pas une révélation, c'est une épiphanie. J'ai un truc de oh, en fait, c'est ça ma vie. Donc en fait, j'ai un truc où je suis tellement persuadé que même quand on me dit non, je suis là, ben c'est pas possible. Ok. Je me dis que c'est des étapes et que ça fait partie du processus. Et même au tout début, un de mes grands potes aussi, c'était Redouane Bougueraba. On se croisait beaucoup sur les plateaux avec Haroun et tout ça. Tous ces mecs qui ont explosé ensuite, tu vois. Et Redouane était déjà là depuis un moment. Et puis il m'avait dit cette phrase, Redouane, qui était « il faut 10 ans pour percer du jour au lendemain ». Et alors je ne sais pas si elle est de lui, hein. Ça m'étonnerait Redouane. Mais il m'avait dit ça et donc ça avait consolidé, si tu veux, cette croyance que j'avais en moi. Mais c'est vrai que c'est un métier dans lequel il faut vraiment croire en soi, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, tu sais, quand j'étais là, je louais la petite loge. Donc la petite loge, pour ceux qui nous regardent, pour expliquer, c'est le plus petit théâtre de Paris. Clairement. C'est 17 mètres carrés dans lequel, tu vois, à partir de 15 personnes, si tu craques une allumette, tout le monde brûle. Ouais, on est comme ça. Ah ouais, c'est ça, tu joues Ouais. comme ça. Et quand tu fais 4 personnes à la petite loge, que tu sors, c'est le 28 novembre, il pleut, histoire vraie, hein. Je fais 4 personnes et les 4 personnes qui viennent, je sors de la salle, je dis les gars, vous êtes 4, moi il n'y a pas de problème, je vous rembourse. Et il me dit non, on va voir le spectacle. 4 personnes, tu te dis bon, c'est 2 groupes de 2, même pas, c'est 4 personnes solo. 4 individualités. Donc ça veut dire qu'on était les 5 personnes les plus sols de Panama, réunies dans la même pièce. Puis quand tu joues devant 4, t'as pas le même truc que quand tu joues au Cirque Royal, donc tu es obligé de parler. Puis en fait, c'était une réunion d'alcooliques anonymes. Et je sors, je me dis, putain, je fais, c'est ça ma vie, quoi. Et je reçois, on m'appelle une notification LinkedIn où on me demande de féliciter un pote avec qui j'avais commencé le droit parce qu'il venait d'obtenir le barreau. Et je me dis, mais quel fils de pute! J'ai arrêté le droit, j'aurais pu être avocat, et au lieu de ça, je joue devant les 4 personnes les plus perdues de Paname et seul. C'est dur. Mais dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Ce n'est qu'une épreuve. Accroche-toi, Alexandre, et lutte contre tes addictions. Ne tombe pas dans l'alcool et la drogue. Garde le cap. Garde le cap, c'est quoi? Attends, hop, on n'a rien vu. Non, mais ça doit quand même donner espoir si 4 personnes te disent non, nous on veut voir le spectacle. Oui, c'est que tu te dis, ouais. Non, ça veut Tu te dire dis quand là, ouais, même. ça veut dire qu'il y en a des gens qui ont besoin. Des gens qui ont besoin de ce spectacle. Marie Saint-Fils. En vrai, donc tu as fait le droit. Ça, c'est hyper intéressant. Oui, j'ai fait le droit. Je me suis inscrit. Comme la salle. J'ai été plein de l'abonnement. fois. Voilà, j'ai l'abonnement. Il y a tout et tout. Non, mais j'y étais comme ça. Mais en fait, très vite, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Et j'avais ce truc. Moi, je voulais être comédien là-bas. Je voulais faire du cinéma. Donc, je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va tenter l'entrée au cours Florent. Donc, je fais un essai pour aller à la classe, pour jouer dans la classe libre. Ça se passe super bien. Je reviens les rêves plein la tête et tout. Et en plus, en parallèle du droit, moi, je travaille dans un supermarché. Et un jour, en allant au supermarché, je reçois la réponse du cours Florent qui me dit merci beaucoup, mais non merci. Et là, c'était dur. Hein. Quand tu es en train de faire la chaîne du froid, tu tournes des yaourts pour les dates et tout. Tu te dis donc en fait, personne ne veut que je fasse comédien. Oui, ça te forge une fois de plus. Ouais. Donc j'ai fait ça et après j'étais perdu. Je suis rentré dans une école de pub, que j'aimais bien la pub aussi. Et c'est là, dans mon cursus de pub, que j'ai commencé le stand-up. Ok. Donc j'ai quand même fini mon cursus en sachant que j'allais pas faire ça, mais que j'allais faire de la scène. Mais en Suisse, pour que les gens comprennent, parce que la Suisse, c'est encore un milieu différent. Parce que nous, la Belgique et la Suisse, on voit un peu parce qu'on a, c'est ce truc de, on parle flamand, belgique, Oui, on français, a plusieurs langues, tu vois, et puis on déteste les deux, les les Français. Français. On se capte là-dessus, mais votre marché, il est encore plus réduit en termes de stand-up parce qu'il n'y a pas
full comédie club. Là, tu vois, à Non. Bruxelles, t'en as 4-5 qui commencent à Ouais, bien ouais. grimper. Mais quoique là, c'est maintenant, ça se. Alors, Comedy Club, non. En beaucoup. Suisse, il y a quoi? Il y a le caustique. Il y a le caustique en fait. Mais après, c'est plus des gars qui font des trucs dans des Voilà, bars. exactement. Mais ça, c'est quand même vachement plus développé qu'avant, ouais. Mais au début, tu es là, tu vas au caustique avec. Ah, mais moi, non. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas il de n'y avait caustique. même pas de caustique. Non, le Ah, caustique, ouais. il est arrivé. Oui, c'est ça que tu me dis. Ils ont fait quoi? Ils ont fait leurs 7 ans, donc ça, je crois un truc comme ça. Ils ont fêté 7 ans, 8 ans. Ouais, donc tu pars en France, tu reviens. Et il y Là, a ils le caustique. commencent à avoir le caustique. Et là, tout. je commence à faire un peu des rodages de spectacles et tout ça. Tu commences à vraiment. Ouais, le ouais. milieu suisse commence à monter et, Et tout. puis les filles du caustique, ça je tiens à le dire et à le souligner, c'est vraiment des meufs. Elles On leur sont- doit beaucoup. Hein. Ouais, elles sont incroyables. Parce Elles sont elles ont ouvert le truc qui manquait et elles ont accompagné tellement de gens, elles ont accueilli tellement de gens et puis elles ont fait découvrir aussi des jeunes talents d'ailleurs, chose qu'on ne faisait pas. De toute façon, on ramenait des mecs pour qu'ils fassent des salles de 1005 ou des zéniths, mais jamais on ramenait un artiste de Belgique ou de France pour le faire jouer devant 60 personnes. Exactement. Et ces filles-là, Olivier et Émilie, ont fait un truc énorme. Et donc là, ça a fait monter un peu la scène du stand-up suisse, Ouais. qui est incroyable maintenant. Et qui sont, on va dire, tes tops en Suisse. Est-ce que tu peux nous parler? Parce qu'il y en a peu Ah, qui c'est connaissent un peu le milieu suisse. Ouais. Mais toi, tu le connais très bien. Ouais. Donc, parle-nous un peu de ces humoristes-là. Moi, je fais partie d'une sorte de volée. Je trouve que c'est la première volée. J'ai l'impression de la première volée de stand-upper comme on connaît aujourd'hui. Il y a eu des grands humoristes, mais il n'y avait pas cette ambiance de comedy club parce que chacun avait son spectacle. Hein. Quand je parle des Marie-Thérèse Porchet. Après, il y a eu cette rentrée de classe où il y a eu Thomas Wiesel, Marina Rollman, moi, Charles Nouveau, Blaise, Johan Provenzano, Nadim. Exact. Et ça, en fait, on était. Tu sais, c'était marrant parce que aujourd'hui, quand on va sur des plateaux, il y a tout le temps des gens différents. Nous, on était tout le temps les mêmes sur les mêmes plateaux. Donc, ce qui a fait aussi qu'on est vraiment devenus hyper proches, hyper solidaires. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on se tirait dans les pattes alors qu'on était 7 dans le game, ça aurait été compliqué. C'était dur. Bah après, c'est un peu comme ça. Hein. Dans tous les petits milieux, on va dire entre guillemets, la Belgique, la Suisse, on a vraiment ce truc-là. On n'est pas beaucoup. Donc, mieux, on s'entend tous ensemble. Là où à Paris, ils sont. Ben, moi, ça m'a marqué. Il y avait une humoriste belge qui était venue à Paris et qui m'avait dit, mais en fait, ils sont pas contents de jouer les Parisiens. Parce qu'elle avait un grand problème, je tairai son nom, mais elle avait un grand problème d'intégration. Elle m'a dit, mais pourquoi ils font la gueule, pourquoi ils sont… Et moi j'étais, ah ben merci, on est d'accord. Parce que j'ai personne en fait, ça fait 3 ans, moi que j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un. On est d'accord que tout le monde veut se tirer une balle. Et c'est vrai qu'il y a un truc de… Il y a des clans, il y a ça bitch, ça machin. Moi, je te jure, comme j'avais pas de copains et que je traînais dans les comédie clubs, il y avait une ambiance de temps en temps, selon avec les personnes avec qui tu tournais, ça pouvait vite bitcher sur des gens. Ouais. Et je me retrouvais à bitcher sur des gens alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Ok. Et je me rappelle un soir, je sors comme ça, je dis, mais je viens de passer 2 heures à cracher sur un gars que je connais même pas en fait. Je me dis, mais j'ai jamais été comme ça. Donc il y avait vraiment un truc toxique là-dedans. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est vrai que comme il y a plus de concurrence, Ouais. il y a un truc, il y a un naturel qui se fait que il y a des clans et il y a des gens qui bitchent entre eux. Ouais, ça arrive. Aujourd'hui, je bitch beaucoup. Mais avec mon cercle proche, c'est privé. Et donc maintenant, tu rentres en Suisse. Et grosse ascension en Suisse parce que tu vas faire l'Arena de Genève. Ouais, ça c'est ouf. Qu'est-ce que ça représente déjà pour toi, l'Arena de Genève? L'Arena de Genève, c'est fou pour moi parce que c'est la salle dans laquelle j'étais voir tous les gens qui nous ont inspirés plus jeunes. J'ai vu Gad, j'avais vu Florence, j'ai vu même des comédiens américains. Et en fait, c'était tout le temps un truc qui pour moi qui était réservé aux stars de l'étranger. Et d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que je suis le premier, je crois, Ouais. Premier Suisse. roman à faire l'Arena. Ouais. C'est une dinguerie, ça. Ouais, c'est ouf. T'es fier? Et puis en plus, c'est chez moi. Bah, bien sûr, je suis fier. Bien sûr. Je vais mettre des Souris. posters partout de ma gueule et tout. C'est moi! Je te jure, je fais une propagande. Là, je suis le fils de Kadhafi. Non, mais. Allez, Non, partout. mais tu peux. C'est Ah, ouf. bah, bien sûr. Non. Bah, souvent, les gens ils disent, ouais, tu vois, ils peuvent voir ça comme quelque chose de présomptueux, la fierté. Mais en vrai, je trouve que c'est important d'être fier de soi quand on a le mérite d'avoir parcouru un chemin compliqué, qu'on a tenu tête et qu'on s'est battu pour. Ouais. Ouais, t'es arrivé à la petite loge, on a dit 4 personnes. Ah, tu rentres chez toi à la maison, Arena de Genève. Et puis la 3 Olympiades aussi, c'est fou. Ouais, Tu vois c'est fou ça. Oui, mais moi, de temps en temps, je prends ma douche, je me dis, tu sais, je tape des fous rires tout seul. Je suis là, je dis, mais d'où je vais faire 3 Olympiades? Moi, ça va ou quoi? De ouf. Et en plus, est-ce que tu te rends compte au jour le jour quand tu remplis des salles de 1000 personnes et tout? C'est dingue, mais je donnais justement l'exemple tout à l'heure à Mickaël, c'était hier, on en parlait. J'avais fait 3 cigales et un pote m'a dit, putain, c'est génial, tu fais 3 cigales, c'est complet et tout. Je dis, mais tu sais ce qui est ouf, c'est que je sois complet à Bourg-les-Valence. Il y a 1000 personnes à Bourg-les-Valence, des couples qui sont organisés, babysitteuses, machin, tac, organiser leur soirée pour venir te voir. Et là, tu prends conscience de, tu sais, en parlant après le spectacle, tu croises des gens du public et tout, et ils t'expliquent l'organisation qu'ils ont mis en place pour venir te voir. Et là, tu te dis, oh, et t'es touché. Et ça te met un truc de, waouh, j'ai bien fait de m'accrocher, je suis fier. Ouais.
Ça, c'est cool. Trop beau, c'est Ah trop ouais. beau. Mais maintenant, on va en venir à ton personnage parce que toute l'équipe m'a dit est-ce qu'il va venir en slip? Alors là, si je me mets en slip, vraiment, vous allez avoir peur. Hein. Je suis dans une forme C'est extraordinaire. quoi cette addiction de slip et du léopard? Trop D'où vient profond. le slip? Non, mais je me demande, je sais pas. Mais je crois que, en fait, je pense que j'adorais petit, même si je comprenais c'est pas parce que j'avais pas encore. Tu sais, il y a des films que tu vois petit, que tu revois 20 ans après, tu te dis, mais en fait, le gars, il dit des dingueries dans le. Il y a vraiment des films que j'ai redécouvert. Et moi, il y avait un perso que j'adorais parce que c'était mon père qui adorait ça. C'était Aldo Machon. Et c'était cet Italien qui marchait en slip sur la plage et tout. Donc je pense qu'il y avait un truc un peu rétro qui me faisait rire. Et je sais pas, c'est vraiment le slip. C'est parti d'un hasard. Un jour, je vais dans un hôtel, j'avais pas de maillot de bain et c'était en France. Et tu sais, les maillots de bain en France, tu es obligé d'avoir un slip de bain. Enfin, ils te vendent un slip de bain. Ouais. Et en plus, ils me vendent un slip qui n'était pas à ma taille. Donc je le mets et j'éclate de rire. Je dis, c'est trop drôle. Et j'y viens, on fait une vidéo sur de la musique. Je mets. Je dis, putain, je me fais chier à écrire des blagues. Alors qu'en faut fait, il juste que je suffit de mette me un mettre un poil en slip, c'est génial. Après, à fond dedans. Après, à fond dedans, oui, puis j'aime bien. Puis le léopard, disons que le côté un peu porno chic va bien avec la thématique de mon spectacle. Et tu sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, quand je parle de toi, la manière dont il est à l'aise de se montrer comme ça et à l'aise avec son corps, c'est admiratif. Est-ce que tu as toujours été à ce point-là à l'aise? Ado, j'étais vraiment un petit gros. Et en fait, je faisais déjà le con, je me mettais en slip, je me roulais dans la neige. Mais je sais pas si c'est parce que j'étais à l'aise ou si c'est parce que je voulais prouver que je m'en foutais. En vrai, j'étais pas à l'aise parce que ado, l'adolescence, c'est quand même un stage horrible où il y a la moquerie, puis les premiers amours, ils veulent pas sortir avec toi. Mais en finale, aujourd'hui, je me sens bien. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, tu sais, on est comme ça, on est comme ça. De ouf. J'aurais adoré avoir une génétique, être méga, tu vois, mais que c'est la vie, elle m'a fait avec des poignées d'amour. Je les entretiens, bien sûr. Avec la crème, la bière et d'autres friandises. Mais oui, je trouve que c'est important. Important d'être à l'aise et d'être content de soi. J'ai déjà essayé d'atteindre des silhouettes. J'avais fait une fois une méga fonte. J'avais vraiment perdu. Je commençais à avoir les abdos. Ça a duré 48 heures. Je te jure, 48 heures. C'est impressionnant. Je pourrais vous montrer une photo, c'est impressionnant. C'est vraiment, je suis comme ça, je suis retombé là. C'est horrible les souvenirs iPhone. C'est horrible. Tu sais, les trucs Apple. Ouais, Maintenant, ça ils te disent, revient comme regardez ça. comment vous étiez en avril. Je te le. Oh et je suis vraiment pam. Et j'ai levé. Ça a duré 48 heures. Et puis tu as dit c'est bon, j'arrête. Ah ouais, ça y est, allez, tiens, redonne-moi ça, tiens, redonne le pain. La première fois que j'avais mis des trucs en slip et tout, il y avait trop de gens qui me disaient ah c'est bien, t'assumes. Je dis mais j'assume quoi? Tu es en train de dire quoi là? Oh, j'aimerais être comme toi et T'es en train de assumer. dire que je suis dégueulasse? C'est bien de s'assumer en tant que dégueulasse? Mais il y a un truc dans ton spectacle qui revient et qui est un peu finalement le point phare, c'est vivre des choses. D'où t'es venu ça, cette question de vivre les choses? Parce que en fait, comme j'avais un spectacle, c'était dur parce que j'ai pas construit le spectacle sur cette trame. Je me suis Ok. pas dit, tiens, je vais faire un spectacle sur le fait que l'important dans la vie, c'est de vivre des choses. J'avais vraiment des bouts de vie et j'étais là, comment je vais relier tout ça? Et en fait, à force de discussions et tout, notamment aussi avec Jérémy Ferrari, qui m'a beaucoup poussé sur l'écriture et qui m'a aidé à penser, à réfléchir autrement, et il me donnait des devoirs et on échangeait beaucoup. À un moment donné, j'ai eu ce truc de, mais en fait, toutes les histoires, j'y suis allé à fond. Pourquoi? Parce qu'au final, tu vois, je sais pas, j'ai une sorte de segment qui commençait à se relier entre tout parce que le point commun de tout, c'était d'avoir vécu plein de choses et de les avoir fait à fond. Ok. Et est-ce que avec Jérémy justement, Ouais. est-ce que l'avoir à côté de toi, ça t'a permis d'avoir une structure un peu, même dans ta façon de travailler le stand-up? Ah oui, complètement. Moi, j'étais à l'arrache. Moi, j'avais un spectacle écrit, la dernière version remontait à 2017 et on commençait l'exploitation en 2022. Il m'a dit donc depuis 2022, t'as plus rien touché? Je dis non, mais c'est dans ma tête. Il me dit mais on peut pas avoir un spectacle dans la tête. Et en fait, il m'a aidé à monter en 2 secondes parce qu'il était venu me voir 2 fois et en 2 fois, il avait compris le problème, la précision. J'avais un truc où les blagues, la même blague, je pouvais la dire de 2 manières différentes. Ok. Sauf que toi-même, tu sais, comme c'est important le choix des mots Ouais. et le choix de la rythmique, mais en fait, une fois que tu chopes la blague avec le bon mot et le bon rythme, et ben c'est ce qu'il faut répéter chaque soir. Exactement. Donc c'est lui qui m'a dit voilà tac 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 et c'est vraiment lui qui m'a fait monter là-dedans quoi. Ouais. Celui qui m'a aidé à me lâcher, à lâcher prise par rapport au texte et aller plus sur l'intention, ce que j'avais envie de transmettre aux gens, c'était Boun Aymin. Parce que Boun, paix à son âme, c'est vraiment un des mecs qui m'a pris par la main, qui m'a offert ses premières parties au tout début alors que Boun explosait au Jamel Comedy Club. C'est incroyable ça. Est-ce qu'il y a d'autres humoristes comme ça qui t'ont... Au cours de ton chemin, tu t'es dit ah ouais, là j'ai appris différentes choses? Ah bien sûr. J'ai eu le parcours classique, c'est-à-dire que je pense que la comédie est rentrée en moi,
manière figurée. Hein. La comédie est rentrée par Louis de Funès avec les films et Eli Kakou. Surtout qu'Eli Kakou, Madame Sarfati me rappelait ma grand-mère. Donc j'avais un truc de wow, en fait on peut imiter des gens de la famille et des gens qu'on connaît, mais devant des. Enfin, j'avais une fascination pour ça, quoi. Ensuite, bien sûr, dans l'adolescence arrive Gad, pré-ado, je me dis putain c'est incroyable, le gars il décortique la vie. Et tu sais j'étais là mais c'est fou, c'est exactement ce que je vis et tout. J'étais fasciné par l'humour d'observation, quoi. Et arrive Dieudonné. Et là, je fais waouh, on peut dire ça. Incroyable. Ben attends, franchement, on va pas se le cacher. C'était quand même un des GOAT de l'humour, Dieudonné. Hein. Donc vraiment, moi, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait. Et le jeu, et les personnages, et les accents, tout ce que j'adore, tu vois. Je pense que j'ai eu un peu un mix de tout ça qui fait. Et puis j'ai mis ma sauce à moi pour en arriver là. Mais oui, mon parcours, c'était ça, quoi. Ouais, mais j'aime bien voir un peu c'est quoi, où tu as appris telle chose. Même une question, même moi j'ai ça, j'ai l'incisivité de Blanche Gardin, j'aime beaucoup l'énergie de Claudia et tout. Après, tu as ton personnage à toi qui se crée. Mais quand tu vois leurs particularités à chacun, bah, ça crée un peu ta propre discipline en fait finalement. Bah ouais, et en fait c'est ce que je trouve le truc le plus dur aussi et c'est ça qui prend le plus de temps. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, peut-être t'as 23 ans. Mais te fais pas mal chaque fois. Non, mais bien sûr, mais tu vois comment moi j'ai mis du temps à voir comment j'étais sur scène, à savoir quel allait être même le spectacle, quelle allait être l'essence du. Parce qu'au final, ce qui est un peu. C'est triste dit comme ça, mais pour moi c'est la vérité, les humoristes on est des produits. Les gens quand tu leur dis je vais voir Blanche, ils savent ce qu'ils vont voir. Oui. Je vais voir Foresti, ils savent ce qu'ils vont voir. Je vais voir Roman, ils savent ce qu'ils vont voir. Et combien il y a de gars que je connais qui sont marrants, mais tu me dis tu vas voir quoi? Bah il est drôle, mais je vois pas trop. Et c'est vrai que le fait d'être très vite catalogué te permet aussi de monter plus vite. Ouais. On doit savoir qu'est-ce que tu nous proposes très vite. C'est ça. Danse avec les stars, tu ferais? J'adorerais. Ah ouais? J'adorerais, mais le problème c'est que en France c'est un peu connoté, c'est pas hyper bien connoté. Mais ça a changé. Avant c'était connoté de malade. Il y a eu un. Oui, après t'es là, dès que t'as un peu des. Ah bon, c'est Danse avec les has-beens là en fait. Mais t'aimerais faire une émission de danse en gros. Mais en vrai, oui, ça me ferait trop rire. Parce qu'il y en a qui perdent des kilos là-bas. Tellement c'est hardcore. Mais non, mais j'aime bien, puis j'aime bien le format prime, un peu kitsch, tout ce truc. Ouais. Ok, ça tue. Toi, s'il y avait une émission que tu voudrais faire. Danse avec les stars? Non, Danse avec les stars, tu la ferais pas? Non. J'aimerais bien en vrai. Ah ouais? Tu m'empêches mignon. Ouais, si on me demande. Devant les humoristes, non, jamais la vie, t'es ouf ou quoi? J'ai la proposition, je fais le casting. Allô Thierry? Et je voulais te demander aussi par rapport à ton personnage, le personnage que tout le monde aime. Carlos? Ouais. Bien sûr. D'où il est venu? Carlos, il est venu, il est arrivé parce que j'avais. En vrai, non, il est arrivé parce que c'est des persos que j'ai croisés dans ma vie. À l'époque, avec les copains, on voulait tous suivre les matchs de foot, mais la Ligue espagnole. À Genève, en fait, j'ai vraiment bercé dans un quartier où il y avait des Espagnols, des Portugais, des Turcs, des Albanais. Avec mes potes espagnols, on se réunissait dans des bars espagnols. Tu vois, ici, vous avez aussi des trucs comme ça, non? Des peñas, des machins. Des peñas? Ouais, c'est ça, on appelle ça comme ça, je crois, non? Ok. C'est ça, un peña. Hein? Ouais. Si, c'est una peña, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, il n'y avait pas Bein, il n'y avait pas machin. Donc il fallait payer pour voir les matchs et c'était que ces bars-là qui avaient. Donc on arrivait, on avait 11 ans, 12 ans, on commandait des coca, des grenadines. Mais tous les gars autour de nous, c'était que des gars qui parlaient comme ça, tu vois. Et ils parlaient tous en espagnol. Et puis moi, vu que je parlais pas espagnol, avec moi, ils disaient Rodel, mais t'es pas espagnol, toi. Donc, ils me parlaient comme ça toute la soirée, tu vois. Donc en fait, je pense que l'accent, il est rentré avec ça. Et après, j'ai fait des sketchs avec Carlos et les femmes et les mamans. Et la pompote? Et la pompote est arrivée, c'était. Et c'était même pas prévu en plus. C'était vraiment un truc de. Parce que c'était la première fois que je faisais un personnage sur France Inter. Puis je devais m'occuper. Enfin, moi, je devais présenter l'invité. Ce que fait Lisa Delmoitier là, en ce moment. Je devais présenter l'invité et son travail. Et puis dans le film, c'était une nana qui avait perdu sa mère. Donc moi, j'ai complètement dérivé. Genre, les mamans, c'est important. Pourquoi j'adore les mamans. Mais c'était la première fois. Parce que je sais pas, ça m'est venu comme ça. Oh, je peux faire Carlos, les mamans. Et c'est Florence qui m'a dit mais va, mais fais l'accent, c'est génial. Parce que c'est vrai que moi, je me suis dit. Je sais pas si, tu vois, 2023, est-ce que ça passe? Est-ce qu'on fait des accents? Est-ce qu'on va me prendre pour Michel Leb, machin? Et en fait, pas du tout. Ils ont tous pris. Ouais. Puis la pompote, c'est devenu… Bah maintenant, t'as vu, hier soir, on a joué à Calais, on va jeter des pompotes sur scène. Moi, j'avais fait ce boulot à la base pour des soutifs, des trucs. Et je me retrouve avec des stocks de Andros.
Alors que je demandais une seule chose, la ch'touille. Et rien, mec, rien. On a le public qu'on mérite. Les pommes potes. Après, moi, j'adore les pommes potes, hein, si on m'en Oui, ça balance. passe, mais- ouais. Oui, mais ça serait bizarre quand on les lance comme ça, juste comme ça. Tu peux me lancer les pommes potes, oui. Ça n'a rien à voir avec la pomme pote. Comment tu arrives à incarner les personnages? Ça, c'est un truc que j'aimerais pouvoir faire. Mais c'est à force de se parler soi-même aussi. Hein. Moi, j'ai parlé beaucoup parce que je l'ai vu, en fait, la première fois que je l'ai fait, Carlos, c'était à la radio suisse. Mais en fait, je vois que la voix, c'est plus du tout la même que maintenant. Il a été beaucoup plus crié, forcé. Ouais. Et en fait, à force de me parler comme ça et tout, il est arrivé de me lâcher naturellement, tu vois. De ouf. Et pas trop en forçant sur les trucs. Ok. Parce qu'on a l'habitude, de temps en temps, de bien forcer la cendre, tu vois. En plus, le faire en exercice de chronique, comment déjà tu prends l'exercice de la chronique? Parce que c'est pas. En tout cas pour moi, je trouve que c'est pas du tout la même chose que le stand-up parce qu'on a Rien un à public voir. et tout ça. Toi, comment tu arrives en chronique et comment tu apprends au fil du temps à bien t'adapter et à pouvoir avoir la confiance de faire ce personnage? Ben, en vrai, une fois que tu as des persos, je trouve que la chronique, c'est plus facile. Parce que tu peux te permettre de faire des blagues via ton perso que tu ne ferais pas naturellement. Je peux faire des jeux de mots nuls avec Carlos qui seront drôles en Carlos. Ok. Si c'est moi qui le toi. fais en moi, on va se dire, ah, il est claqué. Mais en fait, vu qu'il y a un accent, tu vois, qatari ou un accent espagnol Ouais. ou un accent italien ou un brésilien, ben, ça passe. Mais je pense, j'ai jamais eu un angle d'attaque précis pour, tu vois, j'avais pas un canevas dans lequel, ok, je commence comme ça, je commence comme ça, je commence comme ça. Le plus dur, je trouve, dans la chronique, c'est de trouver le sujet Ouais. et trouver l'angle. Parce que juste traiter l'actu et faire des vannes sur l'actu, on retient pas. En plus, tu sais qu'il y en a 10 000 qui vont sûrement faire une chronique là-dessus. Bien sûr. Bah, tu vois, sur France Inter, il y a Vous plus êtes de- il y a 30. plus d'humoristes que d'auditeurs. Ouais, ouais, vous êtes 30. Donc tu vois, c'était beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Donc ici, il fallait trouver un peu son épingle du jeu. Le final n'était pas beaucoup. Mais tu vois, il y a Benjamin Tranier et il y avait moi chez Nagui. Et vous étiez putain de fort. Ah, merci, Sarah. Non, mais vraiment, c'est assez impressionnant. Benjamin et Zaïd, ils sont Ouais, hilarants, les deux. Ah, mais Zaïd, hyper bon auteur. Hein. Ah ouais. Et alors attention, hein, parce que auteur, mais il est très très marrant dans la vie. Hein. Bah, je l'ai même pas encore Très très rencontré, marrant ouais. et il joue. Mais parce que c'est ça, c'est qu'en plus d'être un auteur, c'est un super comédien, c'est un super imitateur et il est très très fort en fait. Il est dans l'ombre, mais en vrai, il pourrait être très bien dans la lumière, Ouais. Zaïd. Hein. Ouais. Il y en a comme ça qui n'aiment pas forcément. C'est admirable, hein. Si tu contribues à la lumière de quelqu'un d'autre, c'est Complètement. cool aussi. Je voulais revenir par rapport au Comedy Club quand tu es allé à Paris. Tu faisais quel Comedy Club en général? On a parlé du Sarfati. Alors ça c'était après, mais j'ai fait d'abord Paname. Paname Art Café, Paname c'est vraiment la famille. Hein. Au début, en tant que Suisse, intégration difficile. En plus j'arrive dans un âge un peu du Paname où il y a Fari, Hakim Gemili, Fadili Camara, Jason Broker. La clique. T'as tous les gars qui clique. cartonnent. Ouais. Et Je me donc rappelle. t'es là, ça va, ouais, moi je suis suisse, machin et tout. Puis Ahmed Sparrow, un tueur, Ahmed, la première fois que je vois ce gars, je me dis mais quel monstre, charisme et tout, bam, 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 bam. Mais très vite aussi très pote et puis vraiment c'est devenu mon endroit où j'allais tout le temps. Je jouais tout le temps, donc Paname à fond. Ensuite il y avait le Comedy Club, je faisais beaucoup les scènes ouvertes et ensuite je suis rentré dans la troupe. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça me faisait jouer aussi devant un public qui n'était pas forcément acquis à ma cause. Mais même le Sarfati en vrai de vrai. Ah bah figure-toi que non, moi Ah le ouais Sarfati ça se passait bien, ouais. Ok. Ouais, je pense que j'arrivais, je mettais un petit coup de pied dans la fourmilière. Et puis c'est parti. Ah, enfin quelqu'un de droite. Enfin. C'est pas vrai, je rassure tout le monde. J'ai le look, mais pas les pensées. Ah non, mais c'est fou. Et quand tu arrives là-bas, donc tu es le seul Suisse et il y a les Suisses qui commencent à arriver après toi. Enfin, après toi. Non, à peu il y près a en même temps. avec Charles Nouveau, on arrive en même temps. Ouais. Il y a Marina Rollman qui est déjà là. Est-ce que vous vous entraidez entre Suisses quand vous êtes à Oui, Paris? moi, sur quoi? Tu dis pour les plateaux, les trucs? Ouais, les plateaux Oui, et oui, tout. oui, on s'est vous filé, bien vous restez sûr. ensemble, vous écrivez sûr. peut-être ensemble et tout. Non, on n'a pas écrit ensemble, mais on s'entraide. Mais même avec les Parisiens, hein, je vais te dire. Tu sais, moi, le fait d'avoir rencontré... je connaissais Ahmed et Jason, par exemple. Je Ouais. connaissais du Paname. Mais tu sais où on est devenus vraiment copains? Non. En Haïti. On est allé jouer à Haïti. Il y avait un festival d'humour à Haïti, vraiment entre 2 ouragans et 4 guerres civiles. Et les pauvres, je te jure, c'est terrible. Mais moi, je devais faire des vidéos Les combinés qui arrivent. en slip, avec le cocktail, la tornade. Et moi, j'étais venu avec des potes pour faire des vidéos et ils étaient venus pour jouer. Et en fait, on est devenus tellement copains qu'en arrivant, Ahmed, déjà au Paname, il m'a dit lui, maintenant il est à la maison, ça c'est ça. Donc il m'a beaucoup aidé aussi, Ahmed. Il m'a ouvert beaucoup de portes dans plusieurs comédie clubs. Il m'a offert mes premières chichas aussi. Ça se passait bien en Au chicha? début, il voulait pas. Ouais. Il m'a dit je t'aime trop. Il m'a dit je t'aime trop pour que Je vais j'aille jouer pas en te chicha. briser. Et au final, franchement, j'ai toujours bien marché en chicha. Bah oui, à mon avis, toi tu casses une baraque en chicha. Oui, parce qu'en fait, les gens ils étaient là, mais wesh, il est sérieux de parler comme ça parce qu'en Ouais. fait, je
tapais sur tout le monde. Ah oui. Franchement, ça s'est tout le temps bien passé. Hein. Après, les gens du Sarfati, tu vois, je les ai connus en venant à Montreux. Certains avaient des demandes ou des trucs en venant en Suisse. Ils me demandaient à moi, tu vois, que ce soit pour bouffer halal ou bouffer absolument pas halal. Je ne dirai pas les noms. Et je ne dirai pas ce qu'il en Ah, est. t'es un bâtard. Mais disons que voilà, j'avais une sorte d'offre Uber Eats avec un grand spectre. Il m'a permis de connecter avec les Parisiens et devenir copain avec eux. Ouais. Ah, ok. Au début de ton stand-up, tu faisais déjà Montreux un peu? Oui, j'avais gagné un concours, moi, en fait. Oui, t'as fait les scènes ouvertes suisses, là. J'avais fait le Joke Nation, c'était en 2015. Ouais. Et en fait, chaque pays avait un parrain. Le parrain belge, par exemple, c'était Alex Vizorek. Ouais. Et c'est là où j'ai rencontré le nouveau belge, c'était Guillermo Guise. On s'était croisés, on était devenus copains avec Guillermo à partir. Guillermo que j'adore, hein, d'ailleurs, qui est un monstre. Incroyable. Un monstre, c'est vraiment un monstre, Guillermo. Et donc, on s'est rencontrés là-bas. Moi, j'avais gagné ce concours et j'avais fait mon premier Montreux. Et ça s'est bien passé. Bon, mais quand je regarde, c'est il y a 10 ans, moi, je venais de commencer l'humour. Donc, tu es là, tu te dis, ah, il y a quand même des blagues. Bien sûr. C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Mais tu sais, le truc le plus ouf que pas beaucoup de gens savent, c'est que le jour où j'ai fait mon premier Montreux, ma mère a fait Montreux. Ouais. Vous avez Elle a bien joué. compris. Ma mère est montée sur scène à Montreux. Arrête. Il y avait un humoriste australien qui faisait pendant le gala un numéro un peu absurde à la Chaplin, où il montait sur des échelles, il tombait, il faisait du mime et tout. Et moi, je l'avais vu en répète. Et en fait, il avait un numéro où il installait une table et il installait une sorte de mise en scène type rencard, tu vois. Et donc, je savais qu'il allait prendre quelqu'un dans le public. Écoute, je finis mon passage, je sors, je suis comme ça. Oh c'est génial. Bah, j'ai joué dans des salles de 50, je me retrouve face à 1500 personnes. Je prends une dose, je suis comme ça. Je bois ma bière, elle est comme ça, elle mousse dans ma main, je suis là. Et je suis en train de parler avec des techniciens. Et d'un coup, il y a Thomas Wiesel qui vient et me fait « Alex, il y a ta mère sur scène !» Moi, je fais « Ferme ta gueule, fils de pute !» Mais je pense, Et là, je vois les retours. Maman, sur la télé. Qu'est-ce qu'elle fait sur scène? Et là, je fais putain, mais le gars, il avait une personne sur 1600, il a choisi ma mère. Et ma mère qui monte sur scène. Et tu sais, dans l'impro, on dit souvent, une règle, c'est jamais à dire non. Ça casse l'impro, toujours oui. Elle disait que non. Il pose la table, ma mère l'installe, il la regarde, il fait genre, tu veux manger? Ma mère, elle fait. Non. Fait, ça commence. Tu veux manger? Non. Toi, elle fait boire. Et elle dit, je veux boire. Et là, les gens éclatent de rire. Et moi, je suis là, c'est drôle, parce que personne ne sait qu'elle est vraiment alcoolique. Mais donc j'étais mi-fier, mi-larme. Mais elle a eu applause. Ah, mais applause. Oui, lol. Et les gens sont le mec, tu sais, quand tu filmes quelqu'un à la télé, tu es obligé d'aller vers lui et lui demander l'autorisation. Ouais. Le gars qui vient, il fait « Tu vas jamais le croire ! La meuf qui est pas… Elle s'appelle comme toi, Cominec !» Je dis « Bah oui, c'était ma mère. » C'est quand même fou, cette histoire. Mais c'est incroyable. Ouais. Et il est sorti, ce Montreux-là? Non, ce numéro… Non, je crois qu'ils l'ont jamais mis, mais je l'ai jamais vu en vidéo. Je crois qu'ils l'ont coupé parce que le gars-là était trop long. Ah ouais? Donc ils ont coupé ma mère, ouais. Enfin, ils ont coupé ce numéro de… Ils ont coupé ma mère, les bâtards. Ils ont coupé… Non, prends ta revanche. Ouais, ça coupe les darons et tout. Imagine, ils t'auraient coupé toi. On préfère la dent. Trop grave. Trop grave.